En avril 1989 avait lieu un génocide contre les Noirs en Mauritanie. Le 7 avril, le monde a commémoré le génocide rwandais. Non loin de là, presque à un an d'intervalle, avait lieu un autre génocide moins médiatisé qui continue 30 ans plus tard de traumatiser les populations noires de Mauritanie. Si les autorités mauritaniennes refusent de régler le problème ou même d'en faire un drame national, des voix continuent de sortir du silence pour faire vivre la mémoire des victimes, comme le témoignage de cet ancien journaliste de Radio Mauritanie. Selon son témoignage, en 1989, plus de 60 000 négro-mauritaniens de la vallée ont été déportés au Sénégal et au Mali sous le régime de Ould Taya. Certains ont été conduits directement de leur lieu de travail à l'aéroport, d'autres ont comparu d'abord devant le directeur de la sûreté ou un directeur régional de la police ou parfois même devant un simple commissaire de police de quartier avant de subir le même sort. Des arrestations arbitraires sur la base de soi-disant relations avec le mouvement Flamme, Front de libération des Noirs en Mauritanie. Des tortures suivies de déportations lorsqu'on ne sait pas parler le hassania, un dialecte arabe de Mauritanie, ou de licenciement pour abandon de poste. Et là, il y a eu un bouleversement vraiment dans notre vie. Parce que moi, on est venu à midi me chercher à la maison pour m'amener au commissariat, où j'en suis ressortie à 23 heures. Ils avaient pris ma pièce d'identité. J'étais fonctionnaire de l'État, évidemment. C'est la fonction publique qui gérait. Le commissaire, c'est un jeune, il me dit, je te connais très bien, je sais que tu es mauritanienne, mais il faut qu'on te pose des questions. J'ai dit des questions, ce qui concerne quoi? Il me dit ta nationalité. J'ai dit, je suis mauritanienne comme tout. Si je peux dire, je suis même plus mauritanienne que toi. Ceux qui n'ont pas été déportés ont dû partir car ils n'avaient plus de travail et craignaient pour leur sécurité. Parmi eux, un ancien journaliste de l'ORTM et ancien correspondant de RFI à Nouakchott qui a dû s'exiler en France sur les conseils de l'UNICEF où il a été engagé. Chers amis récaprimiens, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure de prendre une petite pause info de notre cher pays. Installez-vous confortablement, prenez un thé, du toufam ou un verre de lait, sans oublier le bourou et le guet. C'est à votre convenance. Au sommaire de ce récaprime, cette semaine, je vous avertis tout de suite, les nouvelles sont tristes, désolantes et inacceptables parfois. À Keidi, Dimbédior, Samenayo, cette ville emblématique du sud de la Mauritanie, est le théâtre d'affrontements entre des anciens esclavagisés et des anciens esclavagistes. Kumbada Dakan, limogé par Biramda Abeid à la vice-présidence de IRA. Flamme, Front de libération africaine de Mauritanie, fête son 38e anniversaire. À l'international, on a des rumeurs de crise diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie. Et surtout la sollicitation d'un siège à l'ONU de la RAS. Les conséquences de l'esclavage à Keidi en milieu soninké. Le lundi 5 avril 2021, de violents affrontements opposaient des anciens esclaves et leurs ex-maîtres qui ont été signalés dans un quartier de la ville de Keidi, la capitale du Gorgol. Ces affrontements ont été l'aboutissement de plusieurs mois de tensions depuis octobre dernier, après qu'un ancien esclave ait dirigé pour la première fois la prière de la mosquée Zawiya Mpalikaba. Les ex-maîtres qui ont refusé de prier derrière lui ont tenu le lendemain une assemblée générale au cours de laquelle ils ont demandé à ce dernier de ne plus diriger de prière sans autorisation. Les anciens esclaves ont compris le terme autorisation comme une astuce pour les empêcher d'officier la prière dans la mosquée en raison de leur statut social. Ça, c'est la version des descendants d'esclavagisés. L'autre version, selon le porte-parole de la communauté soninké qui a démenti les faits. Quand on entend un porte-parole des soninké, c'est souvent les descendants des anciens esclavagistes. Selon lui, le 9 octobre 2020, au moment de la prière de l'Isha à la résidence du chef de la communauté à Keidi, alors que l'imam était absent, l'ordre a été donné par le représentant du chef de la communauté à une personne choisie dans l'assemblée de diriger la prière. Pendant que l'imam désigné s'apprêtait à faire le takbir, un autre homme s'est substitué de force à l'imam désigné pour conduire de son propre chef la prière. Pour éviter que de tels actes inacceptables qui sont de nature à troubler la paix entre fidèles ne se reproduisent, le chef de la communauté a convoqué une personne dans une assemblée où il lui a été rappelé la place de l'importance de la discipline du groupe. Et depuis, il se livre à des actes de provocation qui se traduisent par des prières parallèles et menacent même d'user de la force pour installer un imam issu de leur groupe. Oh, la grande menace! Un descendant d'esclaves qui dirige la prière. Mon Dieu, quelle déchéance!
La campagne d'incitation à la violence est poursuivie sur les réseaux sociaux jusqu'en avril 2021. Armés de couteaux, de gourdins, les assaillants se sont violemment attaqués à des personnes, à des biens, en laissant derrière plusieurs blessés, dont des cas graves. Et ça, c'est la version des anciens esclavagistes. Mais comme tout, il est très difficile de savoir qui dit la vérité. Koumba Dada Kane est limogé par Brahim Da Abed. Le 6 avril, lors du remaniement du conseil exécutif, IRA Mauritanie a remplacé Koumba Dada Kane, qui est en désaccord avec le leader Biram Da Abed, par Kadiataba. Koumba Dada Kane, député à l'Assemblée nationale, paye ainsi son appui à Bala Touré, qui a annoncé récemment la création du sursaut populaire démocratique après une dizaine d'années de militantisme au sein de l'organisation abolitionniste IRA Mauritanie, fondée par Biram Da Abed. Cette décision, selon elle, dénote d'une profonde méconnaissance des textes fondateurs de l'organisation, car toute modification organique doit obéir aux règles et principes qui protègent l'organisation du désordre et de la dictature. Flamme Front de Libération Africaine de Mauritanie fête son 38e anniversaire. À l'occasion du 38e anniversaire de la naissance des Forces de Libération Africaine de Mauritanie, la section mauritanienne du mouvement a organisé la semaine dernière une conférence de presse à Nouakchott au siège de la coalition Vivre Ensemble, CVE, dont elle est membre. Les Flammes incriminent la politique d'arabisation qui a commencé sous le règne de Mokhtar Ould Daddah, qui s'est accentuée sous le régime de Ould Taya. L'arrivée du général Razouani n'a fait qu'accentuer la pente observée depuis. Pour eux, les problèmes de la Mauritanie sont liés à la construction identitaire du pays qui n'a pas pris en compte les caractères multiraciaux et multiculturels du pays. De ce fait, elle demande l'organisation d'un débat national et demande au nouveau président de poser des actes forts dont entre autres la prise en compte du problème des déportés de 2008, le retour de ceux qui sont installés au Sénégal et au Mali, le règlement du passif humanitaire, l'éradication de l'esclavage, l'arrêt de la dépossession des terres de la vallée, la refondation de l'état civil et la réintroduction des langues nationales et leur officialisation. Ils ont lancé un appel aux leaders haratines pour s'investir dans la sensibilisation afin d'éviter le piège du pouvoir dont l'objectif est d'opposer les haratines aux négro-africains. Par ailleurs, le département d'État américain, dans son rapport annuel sur le droit de l'homme en Mauritanie, publié le 30 mars, indexe les conditions de détention difficiles des prisons, les restrictions de la liberté d'association, la corruption généralisée, les arrestations arbitraires, la persistance de l'esclavage et des pratiques liées à l'esclavage. Le département d'État américain souligne aussi le manque de transparence de la part du gouvernement en ce qui concerne les déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires, y compris le président de la République. L'ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a annoncé son adhésion au parti national Riba. Riba a un nom parfait pour un homme accusé de détournement de fonds. Par contre, le président du parti Riba n'a pas caché sa satisfaction et celle de son parti pour l'honneur que leur fait l'ancien président en choisissant d'adhérer à leur parti. Il a appelé toutes les personnalités qui l'ont accompagné dans ce qu'il a qualifié de nouvelle phase de construction d'une nouvelle vie en Mauritanie à intégrer le parti national Riba pour les droits de la construction des générations futures. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Okay. Dans un communiqué, il a affirmé que la Mauritanie est dans un état de déclin et de recul menaçant l'unité nationale, les réalisations et les acquis démocratiques. Cette situation, selon lui, a entraîné une baisse significative du niveau moral et éthique, l'abandon des principes et un net déclin de l'état des libertés individuelles, collectives, des partis. L'ex-président a dénoncé la gestion chaotique de la crise sanitaire, les détournements de fonds, la situation des enseignants, la hausse vertigineuse des prix, le pillage des ressources nationales, le doublement du budget de la présidence. Pour lui, l'opposition est complotiste et le Parlement monochlore, des députés aux ordres qui ne pensent qu'à leurs intérêts. L'état peu reluisant de l'administration, la marginalisation économique des petits gens, la restriction des libertés, la pression sur les journalistes et les leaders d'opinion. C'est tellement ironique que je n'ose rien ironiser aujourd'hui. Il y a un maître dans la place. Bref, Aziz a accusé le régime actuel de mêmes mots dont on l'accusait après plus de 10 ans au pouvoir, des mots qui lui valent aujourd'hui un procès jugé historique. Le pôle d'enquête de Nouakchott, quant à lui, dans le cadre de l'affaire Aziz, vient de confirmer le gel des biens dont plus de 29 milliards appartenant à l'ex
président Abdelaziz. La justice mauritanienne s'est dite déterminée à récupérer par tous les moyens légaux les biens mal acquis à l'étranger. Elle pourra être aidée dans la procédure par des avocats mauritaniens et étrangers et les compétences des institutions internationales dont Interpol. Les observateurs s'interrogent aussi sur le silence du parquet concernant les autres accusés. Toutefois, ils sont tous placés sous contrôle judiciaire strict, les obligeant à signer leur présence 3 fois au cours de la semaine devant la police avec interdiction de quitter la capitale. La visite du président El Ghazouani à l'intérieur du pays. Ghazouani avait promis à son arrivée au pouvoir qu'il allait livrer bataille contre la corruption et la dilapidation des ressources de l'État. En prenant le pouvoir, il avait manifesté lors de ses premiers déplacements à l'intérieur du pays sa gêne devant des cortèges, des laudateurs, mais il paraît bien avoir cédé depuis la tentation, sinon à l'habitude de ses prédécesseurs. Même s'il est nouveau dans l'histoire, ce qui s'est fait ces 40 dernières années et de son fait aussi, il n'a jamais démenti ni dénigré ni quitter son poste. Maintenant, il fait des... La dernière visite du président de la République au Had El Charqi a de nouveau prouvé combien nos présidents et leurs cours se soucient peu des gens à qui ils rendent visite. Accourus depuis Nouakchott, abandonnant leur poste, les cadres et les élus locaux ont rivalisé avec leurs amis et souteneurs en cortège de défilés de voitures plus luxueuses les unes que les autres, des chameaux et des chevaux. Alors que les populations qu'ils ne cessent de solliciter pendant leur campagne électorale ou d'implantation se plaignent de la dégradation de leurs conditions de vie. Le luxe insolent de ces exhibitions devient intolérable. Ôté du fonds des 8 milliards destinés à la promotion de l'élevage, les sommes dépensées lors de cette visite auraient pu servir ailleurs. Au lendemain de la visite, des bagarres ont éclaté lors d'une rencontre du chef de l'État mauritanien avec des élus locaux et les populations. Des vidéos montrant des scènes de violence entre Soninké et Mo ont circulé sur les réseaux sociaux. La population mauritanienne souffre de la hausse des prix. L'ONG Un pour tous, tous pour un a tenu le 2 avril un point de presse axé sur la cherté de la vie et l'augmentation vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. Face aux membres et sympathisants de cette organisation, la présidente Habiba a rappelé que son ONG, comme bon nombre de citoyens, avait accueilli avec espoir l'annonce de la ministre du Commerce et la signature d'une convention entre le gouvernement et les fournisseurs, au terme duquel ces derniers procéderaient à la baisse des prix de certains produits vitaux. Mais au lendemain de cette annonce, au lieu de baisser, les prix ont continué à flamber. Une situation intenable et inacceptable parce qu'aujourd'hui, la majorité des ménages qui vivaient dans la précarité ont vu leur situation s'aggraver. Face à cette situation, l'ONG interpelle les pouvoirs publics et leur demande à la veille du mois de Ramadan de faire un geste à l'endroit des populations, en particulier les plus démunies, fortement affectées par l'impact de la pandémie de la Covid-19. Le mouvement a organisé un sitting le 7 avril devant la présidence pour continuer de réclamer la réduction des prix des produits alimentaires de première nécessité. La question des langues nationales, encore et toujours au cœur des revendications. Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la APA, Hussein Ould Meidou, a déclaré que les langues nationales sont en nette régression dans l'espace audiovisuel mauritanien. Ce dernier exprimé mercredi 7 avril 2021 lors d'un atelier de restitution d'une enquête que la APA a menée sur la diversité dans l'audiovisuel. Selon les résultats de l'enquête, les langues nationales accusent un grand retard. La APA révèle que les heures réservées aux langues nationales, Pulaar, Soninké, Wolof, ne représentent que 20%. Plusieurs journalistes ont dénoncé cette marginalisation et invisibilité tout en insistant sur le droit à l'information qui est garanti par la Constitution et les conventions internationales. Foire Bamtare est un mensuel d'information et d'éducation en langue pulaar. C'est le seul journal mauritanien paraissant en langue nationale autre que l'arabe. Il a été fondé en 1980 par l'Association pour la Renaissance du Pulaar en Mauritanie, une association dont l'ambition est de promouvoir l'éducation, l'alphabétisation et de contribuer à faire de toutes les langues nationales des langues d'enseignement, de travail et de promotion sociale. Foire est membre du réseau de la presse mauritanienne et fait partie des journaux les plus réguliers de la place. Mais il n'arrive pas à se faire accepter comme un journal à part entière, comme les journaux en arabe ou en français. Ils ambitionnent de devenir un bimensuel ou hebdomadaire et paraître en plus du pulaar en arabe et en français, mais pour cela, il devrait étouffer son équipe, la renforcer en moyens humains, matériels et financiers.
Y a-t-il une crise diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie? Le journal marocain L'Opinion a démenti des informations sur une supposée crise diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie en raison du report de la visite du ministre mauritanien des Affaires étrangères au Maroc. Le rapport de la visite d'Ismaïla Ould Cheikh Ahmed s'est réduit à des restrictions liées à la crise du Covid, selon ce qui est rapporté par les médias mauritaniens. Par contre, le ministre mauritanien des Affaires étrangères était en Algérie dimanche et s'est félicité de la bonne relation entre la Mauritanie et l'Algérie, surtout de la zone de passage entre les deux pays ou du mémorandum d'entente portant sur la création du comité frontalier bilatéral algéro-mauritanien signé récemment entre les ministères de l'Intérieur des deux pays. Les indépendantistes du Sahara occidental sollicitent un siège à l'ONU. La République arabe sahraoui démocratique, la RASD, a indiqué le 5 avril vouloir solliciter un siège à l'ONU où le Conseil de sécurité doit à nouveau débattre du dossier du Sahara occidental qui oppose les indépendantistes du Front Polisario au Maroc. L'ancien président américain Donald Trump avait reconnu l'an dernier une souveraineté marocaine sur l'ensemble du Sahara occidental. Toutes les tentatives de règlement du conflit ont jusqu'à là échoué. Devant la presse, lundi, le diplomate sahraoui a de nouveau demandé à la France de cesser son soutien aveugle au Maroc. Il s'en est également pris à l'Espagne qui refuse d'assumer ses responsabilités historiques d'ancienne puissance coloniale, l'accusant de trahison envers le peuple sahraoui. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous demandons à tous et à tous de ne pas télécharger notre vidéo pour la partager ailleurs. Partagez le lien YouTube ou Facebook, vous aurez une meilleure qualité d'image et de son et nous, cela nous aide à mieux nous référencer. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.